Merci à Philippe, à la fois de maintenir ce rendez-vous et de m'y inviter. C'est toujours pour moi un véritable plaisir parce que c'est la rencontre d'une pensée collective en construction, année après année, et de la convivialité. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup venir à ce rendez-vous, qui n'est pas un rendez-vous amoureux, mais qui pourrait l'être. Alors, moi je me suis interrogé en bon psychosociologue sur la question du lien social autour de la crise. Et je me suis dit, avant la crise, c'était mieux. C'est vrai, le monde va à l'empire, et avec cet épisode viral, plus rien ne sera comme avant. C'est la mélancolie, ça. L'amour et le partage régnaient en maître avant la crise. L'amour beaufait assidu bravait l'indifférence assidue laid. Notre partage convoquait le partage. On avait fait la leçon aux vieilles personnes pour leur dire comment créer du lien social. On leur avait dit soyez malades, montrez vos incapacités, plaignez-vous de vos pertes, et vous serez servis. Ça fait très biblique. Et oui, parce que ainsi, les acteurs de l'accompagnement, les aidants de proximité, les professionnels, viendront animer votre espace de solitude que la vie sociale a déserté. Donc les pénibles, finalement, c'est les récalcitrants de la maladie et du handicap, ceux qui ne veulent pas se sentir malades et handicapés, c'est d'ailleurs un peu scandaleux quand même, qui sont seulement vieux et seuls, et qui n'ont finalement qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Choisissez soit la mort sociale, qui rend muet même vos miroirs, soit la polypatho, logis ou EHPAD, une sorte de multithérapie grâce à laquelle vous pourrez finalement être vu, touché, interrogé, exploré, transporté, plaint, visité. C'est vrai, certains vieux le disent, ben oui, mais on ne vient pas pour moi, on vient pour ce que j'ai, sur ce que je devrais avoir, sur ce qu'il faudrait faire ou sur ce qu'on ne peut plus faire, malheureusement. Même si, effectivement, il y en a qui s'attardent. Je parle des aidants, professionnels ou non. Donc, les professionnels et les aidants dits de proximité, oui, c'est sûr, ils sont aimables, ils déchirent le silence, ils ouvrent des brèches dans ce fameux monologue qu'on a quand on est seul. Mais on peut se poser la question de savoir si la vie est vraiment là. Qui se plaît à rêver dans ces âges précanoniques d'être entouré de personnes qui viennent parce que vous en avez besoin? Passe-t-on me voir par obligation? Passe-t-on me voir par devoir? Passe-t-on me voir pour prendre de mes nouvelles? Ou pour prendre l'attention? Est-ce qu'on passe parce qu'on a envie de passer? Et est-ce qu'on passe, la plus belle preuve de l'attachement, en faisant un détour? Finalement, pour presque nous tous, dans cette avant-crise, le lien social, c'est une sorte de mélange gazeux, invisible, dans lequel on baignait sans trop s'interroger, ni sur sa composition, ni sur sa densité. Sauf évidemment dans les cas extrêmes où on manquait d'air, où on étouffe, ça peut arriver, et finalement on s'aperçoit que ce mélange gazeux invisible qui représente le lien social, pour certains, lorsque nos relations sont proches, ça sent l'oxygène finalement, et pour les pénibles et les emmerdeurs, ceux qu'on exècre, ça sent le CO2, le méthane et l'azote.
ça n'a l'air de rien, mais c'est vrai qu'il nous pompe l'air. Avant la crise, finalement, on vivait dans l'air du temps en matière relationnelle. Vivre ensemble, c'est une réalité humaine à laquelle, finalement, peu de gens échappaient. C'est vrai qu'il fut un temps où on avait les ermites qui pouvaient s'isoler dans le désert, dans la forêt, dans la montagne. Aujourd'hui, c'est devenu une chose totalement impossible. On se bouscule du côté de l'Everest, il paraît même qu'il y en a qui tombent. Dans le sable du désert, on croise des rallyes, des marathons et des pétroliers. Et dans les forêts, ces forêts sont saturées aujourd'hui de touristes, de pompiers, d'amateurs de champignons, de botanistes en herbe, d'Adam et Ève qui cherchent inlassablement le serpent, et de joggeuses sans kidnappeur. C'est assez triste. Avant la crise, il y avait bien sûr la solitude et l'isolement. Mais il y avait aussi la surstimulation. Tant il était devenu difficile pour la plupart d'entre nous, et bien finalement, de limiter les relations avec nos semblables. La rue, les courses, le téléphone, le mail, le courrier, les réseaux câblés qui vous accablent, si pas ou si trop, ça dépend. Ces bidules qui pénètrent dans votre intimité, ça peut être jouissif, dont on entend jouir avec image. Donc finalement, on était ensemble sans trop se demander s'il s'agissait d'être les uns avec les autres, d'être les uns à côté des autres, d'être les uns sur les autres, plutôt intéressant, ou d'être les uns pour les autres. Le superflu de nos relations nous semblait superflu. Moi, j'ai toujours été étonné dans les stages de préparation à la retraite, et j'ai participé à beaucoup de stages, du fait que finalement, très peu de gens étaient intéressés par l'importance de cette source relationnelle et le risque de tarissement que ça représentait en passant à la retraite. Et finalement, ce n'est qu'après, vous disent les retraités, que d'un seul coup, on s'aperçoit que le brouhaha est devenu un bruissement. Où on prend conscience finalement d'une sorte de givaroisation de nos interactions et de nos échanges. On peut dire finalement que les relations sociales, c'est comme l'eau courante. On en prend conscience, et on prend conscience de quelque chose qui est un luxe simple, en cas de coupure ou de fuite. C'est la même chose pour les relations sociales. Donc voilà l'état des lieux avant la crise. Et puis la crise survient, il y a un virus qui passait par là, qui voit cette planète bleue comme une orange, avec une espèce dominante. Et ce virus se plut, s'installa chez nous, sans finalement avoir envie d'ailleurs de mettre à mal nos liens sociaux, mais voulant profiter d'un terreau tout à fait inespéré finalement, avec une densité d'interaction fabuleuse, une aubaine pour un virus finalement. Une situation de crise, qu'elle soit épidémique, qu'elle soit économique ou qu'elle soit climatique, a une particularité tout à fait remarquable pour un sociologue ou un psychosociologue, c'est de révéler finalement, de mettre à nu les valeurs, les manières collectives de penser et d'agir, qui habituellement en fait ne font qu'effleurer à la surface du social. Et du coup, on voit bien apparaître des seuils d'acceptabilité, des comportements, des attitudes, des propos qui décroissent. On voit apparaître des choses comme le permis et le proscrit qui déplacent leurs frontières. Nos conventions habituelles de civilité, et on est en plein là-dedans aujourd'hui, de sociabilité deviennent poreuses. L'épidémie, c'est quelque chose qui s'approprie le lien social. L'épidémie peut renforcer, peut métamorphoser, ou peut défaire le lien social.
Citation. Passons sur le fait que les citoyens s'évitaient les uns les autres, que nul, pour ainsi dire, n'avait de souci de son voisin, que les parents ne se visitaient que rarement ou jamais, et qu'en tout cas, ils gardaient leur distance. Cette tribulation semait au cœur des hommes et des femmes une telle épouvante que le frère abandonnait le frère, l'oncle le neveu, la sœur le frère, et bien souvent, l'épouse le mari. Bon, ça, c'est pas nouveau. Enfin, chose plus grave et à peine croyable, les pères et les mères répugnaient à rendre visite ou service à leurs propres enfants comme s'ils n'étaient pas à eux. Boccace, le Décaméron, un texte qui a été écrit il y a 700 ans, au moment de la grande peste noire de 1348, puisque Boccace est un témoin direct de la grande peste. Je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes par rapport à la situation que nous vivons. Et d'ailleurs, dans ces choses intéressantes qui rejoignent Boccace, c'est les petits frères des pauvres qui viennent de sortir un rapport qui affirme que pendant la crise, le nombre de personnes âgées en situation de mort sociale, c'est-à-dire sans aucune relation, a quasiment doublé. Donc on est clair, la crise sociale, ou la crise sanitaire plutôt, a dilué nos relations sociales. Peut-être d'une autre manière, on pourrait dire qu'elle les a mises en attente. On est dangereux les uns pour les autres. L'univers des pixels est devenu effectivement un univers de substitution qui est quasiment intarissable. Moi, je crois qu'on peut être satisfait par rapport à la position d'Augustin tout à l'heure. On peut être satisfait finalement puisqu'on est en train de se vacciner contre ce qui nous reste d'une animale humanité. Et je me disais, en regardant un petit peu tous ces faits, je me disais, et la proxémie d'Édouard Thiaul ? Il faudrait peut-être la réécrire finalement aujourd'hui. Intime, avec ou sans masque. Personnel, sans prendre de gants. Social, en réel ou virtuel. Public, gélifié. La politesse voulait qu'on enlève ses gants pour montrer qu'aucune bague ou dague ne contenait de poison. Aujourd'hui, on garde ses gants pour éviter de transmettre le fameux poison viral. On y gagne d'ailleurs, il faut le dire. Plus de main moite à serrer, c'est vrai que c'est vraiment dégueulasse. La poignée de main servait autrefois à sceller un accord, une négociation. C'est ça l'origine de la poignée de main. Écoutez, Brassens là-dessus. On se pousse du coude à défaut de pouvoir taper ou toper plutôt, puisque c'était la formule, taper dans la main. L'épidémie nous oblige à nous serrer les coudes ou, selon, c'est à vous de choisir, à jouer du coude à coude. Donc le masque servait à nous anonymiser, parce que c'était les gens qui commettaient qui se masquaient. Il devient un bienfait. Il devient un bienfait parce que plus d'haleine putride à supporter. Il devient un bienfait parce qu'il cache nos rides, pour un prix bien inférieur aux crèmes anti-âge, tout en protégeant autrui de deux choses, d'une part le virus, et d'autre part la vue de nos rides. Finalement, le masque devient une parure. L'autre jour, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un visage qui ne me revient pas. Je lui ai dit, garde ton masque, t'es mieux avec. Et donc le masque, ça revient à la question du carnaval. Je vous rappelle qu'on mettait des masques, le carnaval, c'est une situation exceptionnelle où on a le droit de se soustraire aux règles sociales habituelles. Donc finalement, c'est intéressant puisque aujourd'hui, on est exactement dans le contraire. Le masque, c'est l'obéissance aux règles sociales d'exception. Et donc, on se trouve, c'est vrai que ça réduit un peu le délit de faciès, qu'on remplace par le délit de face démasquée.
C'est une atteinte à l'uniformité, ça dépend comment vous voulez l'appeler, ou à la liberté, ou à l'égalité. Si je supprime mon visage en mettant un masque, je supprime quoi? Je supprime mon individualité. Je m'en fous, j'ai un nœud papillon. Alors, je peux avoir un masque, tout le monde me reconnaît quand même, mais je ne peux plus le quitter du coup. Donc on devient une société de masques. Une société de fantômes, et comme dit David Le Breton, une société de spectres. Le visage, c'est le lieu de la reconnaissance mutuelle. C'est le lieu de notre extrême singularité. C'est le lieu de notre, comme il dit Bourdieu, de notre distinction. Donc du coup, ça réduit complètement la question de la communication non verbale. Et en tant que psychosociologue, je ne pouvais pas ne pas revenir là-dessus, qui finalement, avec le masque, est réduite à sa portion congrue. On le voit bien d'ailleurs sur le problème qu'on rencontre sur les visioconférences, sur le fait d'être privé d'un ensemble de signes qu'on ne peut plus décoder. L'anthropologie nous avait montré que finalement, les 7 grandes émotions, la joie, la surprise, la colère, la peur, le dégoût, le mépris, la tristesse, sont quasiment identiques ou universelles, quelles que soient les sociétés. Et avec quoi on décode? On décode en regardant les yeux et la bouche, souvent successivement. Si vous ajoutez à votre masque des lunettes teintées, il ne manque plus que les bandelettes pour être l'homme ou la femme invisible, dans tous les sens du terme. Les emmerdeurs, ou les insupportables, ne sont plus des virus, ce sont des porteurs de virus. Et ça nous facilite la tâche. Parce que c'était difficile de les éloigner, et aujourd'hui on n'a plus à réfléchir pour s'en débarrasser. Je prends des distances avec toi parce qu'il y a le virus. Donc on ne supporte plus leur suffisance. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a gagnées avec cette crise. Je ne supporte plus la bêtise des autres, puisqu'il suffit que je dise virus pour qu'ils s'en éloignent de moi. N'empêche qu'on voit apparaître des changements dans la nature de nos liens. On assiste à un renforcement des relations autour de la famille élargie, et le virtuel nous incite à recomposer nos réseaux relationnels et à migrer d'une proximité géographique, puisqu'on était centré sur famille, loisirs, travail, pour aller vers quelque chose qui est des personnes qui incarnent des valeurs refuges, et justement la famille élargie, et beaucoup de gens qui sont revenus pendant la crise sur leurs relations d'enfance. Par ailleurs, autour de cette question du lien, on voit apparaître une sorte de déséquilibre entre la disparition de toutes ces micro-interactions du quotidien, qui constituent en fait une sorte de ciment de contact à faible investissement affectif autour des grandes briques de nos relations. La discussion sur le trottoir avec le voisin, la voisine, le boulanger, etc. Moi, je préfère la boulangère, mais bon, je n'y vais que quand c'est sa femme qui est là. Donc en fait, effectivement, on a quand même des changements de posture dans l'ensemble de nos liens sociaux. Certains auteurs aujourd'hui considèrent que ce qui est en train de se passer avec la crise, qui serait une crise des relations sociales, n'est pas né avec la crise, mais la crise ne fait qu'accentuer finalement des processus qui étaient déjà en route de distanciation sociale, en marche depuis longtemps, depuis plusieurs décennies. En milieu professionnel, on est passé par exemple du téléphone au mail. Ça paraît être très anodin, mais en fait, avec le mail, on est obligé d'épurer ce qu'on dit. On va à l'essentiel, d'abord parce que c'est fastidieux d'écrire, et puis en même temps parce que le mail, ça laisse des traces. On ne peut pas raconter l'anecdote du collègue qui vient de faire la grosse connerie du siècle. On ne peut pas le mettre sur un mail, on peut le raconter au téléphone. Donc, s'ajoute aussi dans cette distanciation des gens en cours, la judiciarisation, tu y faisais un peu allusion tout à l'heure, la judiciarisation sur la question des gens, des rapports sociaux, où finalement on n'a plus le droit non plus de toucher l'autre, parce que toucher l'autre c'est un risque. Et sur le plan personnel, en parallèle, on voit bien apparaître une distanciation qui est déjà à l'œuvre avec la mobilité à la fois des réseaux familiaux et la mobilité des relations affinitaires.
finalement, je me disais que la crise sur le plan relationnel a fait de nous des acteurs d'une tragédie, au sens grec du terme. C'est-à-dire, on ne sait plus si le choix est de mourir ou s'aimer. Eh oui. Se passer des autres pour ne pas trépasser. C'est bien la question de la tragédie. Et que s'autorise-t-on finalement? Jusqu'où va notre désobéissance à l'autorité, ou plutôt aux autorités, puisque la crise, elle est gérée par deux autorités, une autorité médicale et une autorité politique. Ces choix personnels nous confrontent finalement, moi je trouve, à une sorte d'éthique du quotidien. On connaît l'éthique en milieu professionnel, mais on est aujourd'hui sur une éthique de quotidien, intégrer autrui à ses choix, liés à l'univers de la maladie et de la mort. Et moi, je suis actuellement très attentif sur des petits groupes auxquels je participe ici et là, sur cette hésitation qui naît quand on rentre dans une salle et qu'on est un petit groupe, où on se regarde, on s'évalue, on fait quelques gestes pour savoir si on va garder ou non son masque. Rien ne se dit la plupart du temps, mais je trouve que cette hésitation, c'est la marque de la prise en compte d'autrui. C'est un rappel sur autrui et la valeur qu'il a autour de la question de la maladie et de la mort. J'aime bien parce que je trouve que c'est une sorte de recherche silencieuse d'un consensus. Désormais, donc, avec la Covid, on sort couvert. Masque plus capote, s'il pleut, bien sûr, des cordes, sans quoi vous êtes maso ou exhibitionniste. Le visage nu. Monsieur l'agent viral, il m'a montré ses trous de narine et sa fente labiale. L'amour et la mort. Mais on connaissait déjà la question de l'amour et de la mort autour des relations sociales. Ça s'appelait le sida. Et oui, pour lequel on a pris nettement moins de gants. Des gants à un doigt, bien sûr, pour le sida. Donc, je sais bien qu'on va parler de l'amour digital. Vidéo virale et chevaux de 3 ou à 3, parce que l'amour, ce n'est pas qu'à 2, Augustin. Il en faut du doigté pour que les touches et les pads affichent ce que l'on veut sur l'écran pixelisé de nos désirs. Donc le partage, on regarde, et on voit effectivement que la plupart des études aujourd'hui mettent en évidence que c'est justement dans le partage qu'on risque le repas, les fêtes, les bars, où on a de nombreuses contaminations. La convivialité est mise à l'index. Et oui, le bouillon de culture est menacé par le bouillon de 11 heures. Là encore, le calcul du risque et de la transgression surgit. Transgresser pour s'aimer, transgresser pour partager. Mais est-ce que ce n'est pas justement là une résistance profondément humaine pour sauvegarder le meilleur? Parce que le plaisir simple et nu, c'est celui de la première personne du pluriel. Et puis il y a l'après-crise. Alors des symptômes apparaissent. Alors on serait dans l'après-crise, mais on est aussi dans l'avant-crise puisqu'on attend la prochaine. Mais en tout cas, en situation d'après-crise, on voit des symptômes qui apparaissent. On ne sait pas si ça chatouille ou si ça gratouille. Mais en tout cas, on ne sait pas s'il faut voler au secours du lien social ou de la solitude. Mais je me dis peut-être finalement, parce que je suis un être positif, qu'on aurait eu la chance d'être passé par le malheur. Est-ce qu'il ne faut pas se trouver privé d'un bien pour qu'il apparaisse indissociable de nous-mêmes? Pour que nous nous sentions amputés, manchots, en passant de la main au coude, borgne, avec le masque, écorché, sans le toucher, sourdaigne, avec le masque aussi, humant le vide avec la distance, sans le goût de la bise et sans embrassade. Donc on voit bien que réapparaît l'essentiel
qui était jusque-là, du lien social, qui était jusque-là tombé dans le banal, dans l'usuel, dans une trame sans épaisseur du quotidien. Oui, on était en relation. Mais je me demande quand même si la crise ne nous a pas conduit à zoomer sur les liens là où on ne voyait avant que des individus. Et c'est là où on passe sur le jeu de la psycho et de la psychosociale. Donc voilà maintenant qu'on prend mesure des conséquences de cette expérience qu'on vient de traverser. Moi je dis presque une expérimentation, malgré nous. Comme Thomas Pesquet, dont le corps s'est désadapté de la pesanteur, il a quand même gagné 4 cm. Ça me fait rêver. Nous voilà donc aujourd'hui, nous, handicapés de la relation. Les psychologues du travail, aujourd'hui il y a 1 millier d'articles qui sont en train de paraître autour de ça. Les psychologues du travail assistent aujourd'hui à une sorte d'effloraison recherchée mais épuisante, nous disent-ils, avec une surcharge mentale pour multiplier les liens sociaux, pour revenir à la normale. Une fatigue sociale, nous disent-ils, une surstimulation de l'environnement social. Parce que là, il s'agit à la fois de rattraper ce qu'on a perdu avant, mais en même temps, on est en train de se dire qu'il faut rattraper ce qu'on n'aura pas après. Et donc, on a effectivement une multiplication des relations sociales et des activités qui épuisent actuellement la population. En dehors, bien sûr, de la situation particulière du travail. Nous avons donc été menacés avec cette crise par toute relation potentiellement dangereuse. Et moi je dis, je le crois, et je suis d'accord avec moi-même, cette épreuve est une chance. Voilà qu'on se sent personnellement et collectivement menacé par la perte et l'étiolement de nos relations sociales, de nos liens sociaux. Et je me disais, ce virus n'a pas de culture. Il n'a vraiment pas de culture. Il aurait dû lire Comment réussir à échouer de Paul de Václavic. Parce qu'en nous isolant par une sorte de scintigraphie naturelle, il a fait apparaître sur le PET scan social la force de notre lien social. Fin de partie. Merci.